On est en train de gagner la bataille culturelle. Les idées sont en train d'évoluer. Malheureusement, ça évolue trop lentement en France vis-à-vis, je pense, de la situation. Cette bataille culturelle, elle est très importante parce que le soft power qui nous a été imposé par le socialisme, le communisme et globalement cette idéologie bien pensante actuelle qui est un cancer du monde occidental, c'est un cancer dont on doit se débarrasser. Il faut afficher et il faut revendiquer, mais de manière calme et composée, qui vous êtes, ce que vous voulez, et c'est comme ça aussi qu'on gagne la bataille culturelle. Bonjour Hugo, merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. On est très content de vous recevoir ici. Vous êtes combattant professionnel de MMA et il y a maintenant à peine plus d'un an, à la sortie d'un combat dont vous étiez vainqueur en Pologne, vous avez pris le micro et vous avez dit ça. Ave Christus Rex. Voilà comment je me sens. Ici, c'est chez moi. Lyon, Saint-Étienne, la France, c'est chez moi. Prenez une femme, prenez un homme, faites des enfants, ne cédez pas au nihilisme et vive la France pour toujours éternelle. Vous aviez exhorté ceux qui vous regardaient à ne pas céder au nihilisme. Depuis, vous n'avez eu de cesse de vous montrer pour ce que vous êtes, c'est-à-dire un combattant professionnel évidemment, mais aussi et surtout un catholique, un Français, un père de famille fier de son identité. Alors qu'est-ce qui vous a poussé ce jour-là à dire ces mots, en fait cette sortie que vous avez eue? Est-ce qu'elle était très spontanée? Est-ce que c'était l'adrénaline ou est-ce que vous aviez déjà prévu de vous engager publiquement? Alors déjà, je tiens à remercier Boulevard Voltaire, parce que comme on en parlait tout à l'heure, bonjour Aliénor déjà, excusez-moi. En fait, vous êtes le premier média qui avait fait un article sur moi après ce combat à Lyon. C'est juste, merci de le rappeler. Je le rappelle. Il faut rendre à César ce qui est à César, et ça c'est vrai. Et juste petite précision, mais elle est importante, c'est que ce discours s'est fait à Lyon. À Lyon. Et pas en Pologne. Je me suis trompée. Et c'est pas grave. Mais en réalité, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, voilà, en fait, j'ouvre ma bouche, pour être très poli, uniquement parce que je suis en Pologne. Et que, en gros, voilà, en Pologne, voilà, c'est un pays de fachos, de gens, voilà, racistes, etc. Du coup, je peux me permettre de faire ça là-bas, alors qu'en France, ça serait interdit. Mais désolé de vous décevoir. Mais j'ai fait mon entrée en scène à Lyon. Voilà, donc, Désolée pour cette confusion, mais c'est vrai, vous parliez en anglais aussi, mais en fait, parce que vous vous exprimez à ceux qui vous connaissent en Pologne exactement. Comme en France. Et donc, du coup, pour revenir à cette question, qu'est-ce qui vous a poussé ce jour-là? Parce que de fait, en France, on vous connaissait pas encore pour voilà, ce patriotisme, pour toutes les opinions que vous avez par la suite dites. Mais donc, qu'est-ce qui vous a motivé, si on peut dire? Comme je dis souvent, c'est la Providence, c'est le Saint-Esprit. En gros, je me suis senti poussé de zèle, ce qui est vrai. En gros, j'ai eu un élan et je me suis dit, en fait, c'est ça que je dois dire. Et moi, réellement, 10 secondes avant de prendre le micro, donc je gagne le combat. En plus, je gagne, grosse victoire. Vraiment, je domine mon adversaire. Et bon, je gagne et je me dis, bon, là, je suis chez moi, j'ai vendu 150 billets, il y a toute ma famille dans les gradins, il y a mes amis, il y a mes fans, je suis supporté par quasiment toute la salle. Et je me dis, en fait, il faut que je dise ce que j'ai vraiment envie de dire. Et mes vers, il dit que c'est vrai, en prenant le micro, je ne savais pas ce que j'allais dire. Et du coup, en fait, c'est là que j'ai poussé ce cri du cœur avec Christus Rex, vive le Christ roi. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai dit ça, et surtout, j'ai dit Ave Christus Rex, c'est comme ça que je me sens. Parce qu'en fait, l'intervieweuse, elle m'a demandé, en fait, en polonais, et après, elle l'a traduit en français, comment tu te sens? Tu as fait une grosse victoire. Parce que le combat d'avant que j'avais fait au KSW, je m'étais pris un KO, c'est ça, la petite balafre que j'ai là, et un gros KO, et du coup, elle me disait, bon, tu reviens en force, comment tu te sens? Et moi, j'ai un peu répondu à côté, entre guillemets, ou alors j'ai répondu en plein dedans, ça dépend comment on voit les choses. Et j'ai dit, donc avec Christus Rex, c'est comme ça que je me sens. Du coup, maintenant, je répète un peu ça, parce que c'est un peu c'est pas un mème, entre guillemets, mais c'est un peu ma phrase, quoi. Et alors à ce moment-là, est-ce que vous aviez conscience, quand vous l'avez prononcé, ou en tout cas dans les minutes qu'on suivit, est-ce que vous avez conscience que ces mots résonneraient chez autant de personnes
et même et presque surtout chez énormément de personnes qui ne vous connaissaient pas du tout à l'époque. Alors en fait, je ne savais pas du tout ce que ça allait faire parce que personne ne l'avait fait avant moi. Là, enfin peut-être où il y a très très longtemps, mais je pense que même, je peux dire, sans prendre de risque, on regarde dans le sport français des 30 dernières années, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait ça, peu importe sport de combat ou autre. Je pense pas voilà, qu'il y ait des gens qui aient eu ces paroles-là. Et du coup, bah, en fait, je m'attendais à rien parce que comme un entrepreneur ou alors quelqu'un qui tente quelque chose de nouveau, vous savez pas les résultats qu'il va avoir. Et moi, j'ai pas fait ça en attendant un quelconque retour. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Voilà, simplement. Et il y a aussi quelque chose, c'est que moi, j'ai bâti en fait ma vie et ma sérénité en Pologne. Et c'est vrai, je vais l'avouer aussi, hein, c'est que je savais que même si je disais ça, rien n'allait m'arriver. Parce qu'en Pologne, dire ce que j'ai dit, c'est même pas être de droite ou d'extrême droite, c'est du centre droit. C'est c'est vraiment normal de dire des choses comme ça en Pologne. Donc du coup, je les ai dites et je savais que ni mes comptes bancaires ni mes entreprises allaient être fermées ou que sais-je. Et encore plus que le KSW, donc l'organisation où je combats, qui est une organisation polonaise, n'allait sûrement pas voilà, me cancel, me supprimer ou voilà, m'interdire de parler, puisqu'ils partagent, navré de décevoir, si certains le suivent le KSW ne sont pas d'accord avec nous, mais nos opinions. Voilà. Ça, on aura l'occasion d'y retourner, d'y revenir tout à l'heure justement sur ce milieu du sport. Est-ce qu'il est hostile, est-ce qu'il l'est pas? Mais avant ça, est-ce que donc, ces propos que vous avez eus et en fait, à partir de ce moment-là, l'engagement que vous avez porté, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous l'avez vu, pour vous, dans votre pratique du sport, mais aussi, est-ce que ça a eu une résonance particulière depuis? Ouais, en fait, toute ma vie a été chamboulée à partir de là. C'est personnel et également public. Parce que vous savez, c'est une chose d'affirmer. Moi, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas attendu qu'il y ait de la lumière sur moi pour d'un coup voilà, avoir des idées et les propager. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire quand il y a des gens qui me font des reproches et qui me disent ouais, mais tu vois, toi, tu disais pas ça quand t'habitais en France ou que t'étais pas connu. Je dis, tous les gens qui me connaissent, peu importe leurs origines ou leur religion, ils savent très bien que j'ai ma langue bien pendue et que je l'ai toujours bien utilisée et j'ai toujours eu les opinions que j'ai maintenant, quoi, à cœur ouvert. Et du coup, qu'est-ce qui a changé? Bah bon, déjà, je suis devenu une influenceuse. Voilà. Non, je rigole. Je suis devenu une star des réseaux sociaux, entre guillemets. C'est vrai, c'est vrai. Oui, une petite star. Et donc, du coup, bon, bah, c'est vrai que, comme je dis souvent, moi, je suis pas habitué à tout ça. Et même maintenant, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des personnes qui gèrent ma communication. Et en fait, ça a changé bon, des choses d'un point de vue public. C'est-à-dire que d'un côté, je suis invité bah, voilà, chez vous, je suis invité par d'autres médias de droite, etc. Bizarrement, je ne suis pas invité à Libé, Blast ou l'Humanité. Ça vous a pas non plus ouvert toutes les portes. Oui, bien sûr. Mais vous savez, quand vous êtes un homme véritable, je pense qu'il faut s'affirmer et c'est normal qu'on vous ferme des portes. Pour moi, c'est totalement normal. Vous savez, le Christ, il est venu pour apporter pas seulement la paix, mais aussi l'épée. Parce qu'en fait, quand vous apportez une vérité, elle est toujours combattue. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont leur vérité, il y a toujours des gens voilà, qui, moi j'estime combattre pour le bon et la vérité et contre le mal. Donc en fait, quand vous arrivez, forcément le mal vous attaque et en fait le mal se révèle. Donc que ce soit dans ma vie personnelle ou publique, le mal s'est révélé et m'a attaqué, mais aussi le bon et les gens m'ont rejoint. Voilà, les gens qui ont mon combat et qui ont mes valeurs m'ont rejoint et ça a changé beaucoup de choses. J'ai pris des centaines de milliers de followers. Là, je crois qu'en cross-platform, on est peut-être à 160 000, 170 000 followers. Je pense qu'après, ouais, alors que quand, par exemple, vous m'avez envoyé un message, je devais être à 10 000. Bon, j'avais pris 5 000 followers dans la nuit, mais j'étais peut-être à 10 000 followers sur Instagram. Et du coup, c'est vrai bah, que tout allait très vite. Et depuis mai de l'an dernier, voilà, j'ai eu de cesse en fait que de gagner en popularité, de venir à Paris, alors que ça faisait 10 ans l'année dernière que je n'étais pas venu sur Paris, faire mes premières interviews. Voilà. D'un point de vue sportif, tout se passe bien pour moi parce que j'ai gagné tous mes combats en fait depuis ce combat à Lyon. Mais ça, la notoriété n'aide pas forcément Non, c'est vrai. sur le ring. C'est vrai. Ça peut rajouter de la pression, mais moi, c'est vrai que j'ai jamais été trop sujet à tout ça, quoi. Parce que moi, je viens un peu en dehors de tout ça. Ça m'impacte peu parce que, navré pour mes détracteurs, mais en fait, je lis très peu l'actualité me concernant parce que je me concentre en fait sur ma vie
à la fois de sportif et d'entrepreneur, parce qu'en fait, c'est ça qui fait vivre mon foyer et qui fait vivre aussi mon combat, parce que même si je suis boxeur, si je fais tout ça, c'est aussi un combat idéologique et intellectuel et spirituel que je mène et que j'assume totalement, hein, d'ailleurs. Et donc voilà, beaucoup de choses ont changé, mais pour le mieux, de manière globale, on va dire. Et alors justement, dans ce dont on parlait juste avant, sur ces portes qui s'ouvrent et qui se ferment, être un homme catholique qui veut transmettre son identité à ses enfants, qui veut rendre hommage à sa patrie et, comme vous dites, ne pas céder au nihilisme, est-ce que dans le milieu du sport, et vous avez l'air de pas le dire, de dire le contraire justement, est-ce que ça fait de vous un ovni ou pas du tout? Et pourquoi à ce moment-là, dans votre catégorie sportive, les choses sont différentes? Alors en France, oui, de facto, parce que en fait aujourd'hui en France, cette fameuse phrase, voilà, le sport et la politique ne doivent pas être mélangés. C'est des gens qui ne connaissent pas le sport. Le sport est une arme politique, historiquement parlant, qui est utilisée par les nations depuis fort longtemps. Et les sportifs ont toujours donné leur avis, en réalité, de manière directe ou indirecte, sur la politique voilà, qui les concernait ou pas. C'est le cas très récemment avec encore l'équipe de France, les joueurs de... Par exemple. Mais joueurs de c'est un foot. avis consensuel et en accord avec, comme je dis, la bien-pensance ou le néo-communisme, c'est pas comment vous voyez les choses, actuelles. C'est-à-dire que voilà, c'est un avis qui est voilà, bien-pensant, pro-immigration, la tolérance. Le RN, c'est un parti d'extrême droite. Navré de vous apprendre que le RN, dans n'importe quel autre pays du monde ou d'Europe, alors d'Europe de l'Est, centrale, dans un pays normal, entre guillemets, c'est un parti de centre droit ou de droite modérée, le RN, hein, c'est pas un parti d'extrême droite du tout. Si vous allez en Chine et que vous mettez le RN, voilà, ça va pas être du tout la droite, hein, c'est même pas besoin d'aller jusqu'en Chine, hein. Donc voilà, c'est vrai que je pense que quand on est sportif, surtout, moi j'estime, avant d'être un sportif, je suis un père de famille, je suis un catholique, je suis un identitaire, un nationaliste, et en fait, moi, le sport, c'est juste une manière de représenter ce que je suis et ce que je veux montrer. Et en fait, aujourd'hui, dans un monde où il y a les réseaux sociaux qui ont une énorme part qui ont une énorme part en fait dans la vie des gens, parce que les gens passent entre 1 à 3 heures sur les réseaux sociaux chaque jour. Et ben en fait, c'est mon devoir tout simplement de représenter ce en quoi je crois en fait. Et moi, je préfère que les gens, quand ils scrollent sur les réseaux, ils voient un peu, je vais me faire une petite Alain Delon, ils voient du Hugo II, qui dit avec Lucius Rex, qui voit vos extraits de moi parlant de voilà, fonder des foyers, avoir des enfants, croire en Jésus-Christ, être fier de ses origines et vouloir défendre notre peuple. Les Français de souche, bien sûr, moi, je précise tout le temps, parce qu'aujourd'hui on est obligé de le préciser. Et voilà, du coup, c'est ça mon combat, quoi. Et comment vous l'analysez, cette différence qu'il peut y avoir entre différents sports? Enfin, par exemple, dans le MMA, c'est vrai que c'est connu. Dire ce que vous dites dans le milieu du MMA, ça fait pas tâche. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le MMA qui finalement peut-être porte ses valeurs aussi? Bien sûr. Alors, dans le MMA mondial, ce que je dis, c'est tout à fait normal, hein. Puis en plus, moi, je le dis à la française, c'est-à-dire assez calmement et poliment. Je suis pas un Américain, pour ceux qui n'ont pas compris. Et alors que voilà, aux États-Unis, il y a des gens qui sont sur le même spectre politique que moi, qui pensent la même chose que moi. Mais c'est des Américains, du coup, ils le disent avec tout un cinéma et beaucoup plus d'insultes. Je pense à Sean Strickland ou alors ce Brésilien Renato Moicano, voilà, qui parle avec plus de verve, on va dire, que moi. Mais globalement, oui, c'est accepté. Pourquoi? Parce que, comme je dis souvent, moi, je suis radicalement normal. Voilà. En fait, ce que je dis, c'est tout à fait normal. C'est sans haine, c'est uniquement de l'amour. Et que ceux qui m'attaquent, en réalité, c'est eux qui sont porteurs de haine. Et souvent, en fait, ceux qui m'attaquent, c'est eux-mêmes. Donc là, je vais parler très clairement. Donc, que ce soit des antifas ou alors des extra-européens, ils ont eux-mêmes, ils sont très identitaires, ils croient fortement en leur religion. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que ça me fait beaucoup rire quand il y a un musulman d'origine marocaine ou algérienne ou que sais-je, ou alors que ce soit un antifa, voilà, qui est fervent défenseur du communisme, du bolchevisme, que sais-je, et qui m'attaque. Je dis, mais en fait, moi, je suis un homme de conviction, tout comme toi. Donc en fait, tu penses ce que tu penses, moi je pense ce que je pense. Moi, en réalité, j'ai aucune haine envers toi. Je prie pour toi. J'espère que voilà, tu t'en sortiras bien dans la vie et que tu sortiras de ta maladie mentale. Mais sinon, moi, j'ai aucune haine envers toi, quoi. C'est souvent eux qui ont la haine
et qui veulent m'atteindre, mais voilà, ils n'y arriveront pas, comme je dis souvent. Alors justement, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ces valeurs que vous promouvez et auxquelles vous d'ailleurs vous encouragez quand même régulièrement les personnes qui vous regardent. Vous avez parlé de nihilisme la première fois que vous vous êtes exprimé. Justement, comment pour vous il se caractérise dans la société actuelle, ce nihilisme? Ouais, c'est en partie ce que je disais tout à l'heure sur le fait de scroller, voilà, les réseaux sociaux. Le nihilisme, en fait, le nihilisme, c'est la perte d'essence, la perte des valeurs. Rien n'est important, rien n'est véritablement voilà, digne d'être défendu. Chacun a un peu ses valeurs, il n'y a pas de bien, pas de mal. Voilà, désolé pour les philosophes, c'est une petite définition assez réductrice du nihilisme, mais globalement c'est ça. Et en fait, moi je veux lutter contre ça parce qu'en fait la vie ce n'est pas ça. Voilà, dans la vie il y a des règles. Nous occidentaux, nous catholiques, en fait on est nés et on est guidés par des valeurs, des principes. Voilà, le bien, le mal, honorer ses ancêtres, protéger sa famille, se marier, faire des enfants, leur assurer un avenir convenable, être bon, être charitable. Tout ça, c'est des principes voilà, qui sont christiques et que j'enjoins en fait les gens à suivre. Et ce nihilisme, en fait, je le combats parce qu'il est omniprésent dans la société, d'ailleurs, chez des gens qui sont à gauche comme à droite. Et ça, je le combats notamment en fait pour les gens qui sont à droite. Les gens, ils pensent que j'appuie et je vais écraser les gens à gauche, pas du tout. Moi, comme je dis souvent, je prie pour tout le monde et j'espère que vous allez vous en sortir, tout comme moi d'ailleurs. Mais moi, je combats aussi et j'incite les gens, surtout à droite, de vous comporter entre guillemets. Il faut walk the talk, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous exprimez des idées et vous y croyez, bah, il faut faire de même. Ça sert à rien en fait de partir dans des grands discours de défense de civilisation si vous-même, en fait, humainement, vous êtes assez pauvre, pour parler poliment, quoi. Et du coup, c'est ça mon plus grand combat, c'est de lutter contre cette perte des valeurs et surtout moi, j'aime les réseaux sociaux dans le sens où c'est un bon outil, mais aujourd'hui, je vois vraiment tous ces influenceurs qui, en fait, humainement, c'est vraiment des gens de petite morale, voilà. Ils montrent des choses en fait qui sont complètement à l'inverse en fait de ce qui devrait être montré sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est notre devoir, vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, de montrer en fait c'est comment un homme, comment une femme, comment en gros on doit construire sa vie et ce qu'on doit promouvoir. Et aujourd'hui, quand vous voyez des gars sur Twitch qui disent voilà ce qu'il faut faire pour avoir de l'héroïne gratuit. C'est un scandale, en gros. Et ces gens-là, ils sont littéralement financés par l'État, parce qu'ils ont ils ont touché de l'argent. C'est du CNC, c'est ça, je crois, ouais. Et donc voilà, c'est horrible de voir ça. Donc du coup, voilà, je fais ce que je peux, et j'essaye de montrer exactement l'inverse, de quelqu'un de calme et de composé. Et à travers une figure assez virile, c'est vrai que vous incarnez Bien une sûr. figure assez virile à la fois dans votre pratique sportive, mais aussi dans toutes ces valeurs. Est-ce que vous croyez que justement c'est la virilité qui peut sauver le monde et la société? Je suis quelqu'un de très délicat également. Mais c'est pas compatible. Exactement. Moi, je suis pour la vraie virilité, le vrai courage. Je suis absolument contre un peu ces influenceurs de pacotille qui sont dans le virilisme exacerbé, dans voilà, c'est la haine des femmes, voilà, la réduction des femmes à un objet, etc. Et moi, je rappellerai à tous ces Occidentaux, tous ces Français qui sont là-dedans, que voilà, nous, on n'est pas comme ça. Les Français, on ne néglige pas les femmes, on ne pense pas qu'elles nous sont inférieures. Nous, on s'agenouille devant la Vierge Marie, en fait, déjà de base. Donc, quand vous agenouillez devant la Vierge Marie, vous agenouillez devant toutes les femmes. Quand vous demandez une femme en mariage, vous agenouillez. Voilà, vous unissez votre cœur et votre esprit à un individu pour fonder un foyer. Donc, en fait, de facto, toutes ces théories un peu farfelues de virilisme toxique, et moi, je pense que ça l'est, j'essaie de lutter contre parce que moi, j'estime et je fais tout pour être voilà, un homme véritable et être viril et courageux comme le Christ, et comme tout, parce que la plupart des hommes le sont en réalité, parce que voilà, on montre toujours les mauvais exemples, mais il y a énormément de gens qui sont des hommes qui sont virils, courageux, et surtout le virilisme, c'est aussi accomplir son devoir. C'est-à-dire, c'est pas que juste, voilà, moi je sais que je suis musclé, que j'ai une moustache et que je suis bien coiffé et que les gens disent « Ah, Hugo, il est dans la bagarre, attention ». Mais moi, si je fais tout ça, c'est surtout pour subvenir aux besoins de ma famille. Si je crée des sociétés, c'est pour subvenir aux besoins de ma famille. C'est pour aussi avoir assez d'argent pour être libre de dire et de penser ce que je veux, pour que personne ne vienne, voilà, bah Hugo, on va te couper du financement, etc. Ce qui se fait, bien sûr.
Parce que l'argent, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Voilà, je sais que à droite, certains, c'est un peu tabou, mais non, moi je dis, faites de l'argent. Ne faites pas, en fait, il y a un boxeur qui a dit ça, c'est Floyd Mayweather, il disait I make money, but money don't make me. Et ça, il a raison, c'est-à-dire que moi, je fais de l'argent, mais l'argent ne me fait pas, ne me conditionne pas. Et moi, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, faites de l'argent et utilisez-le à bon escient, travaillez avec des gens qui ont vos valeurs, faites du communautarisme, voilà, là, le mot tabou en France, alors que c'est tout à fait naturel. En fait, vous mariez, vous êtes amis, vous construisez même des sociétés, vous vous associez avec des gens qui ont vos valeurs. Vous n'êtes pas identiques, mais vous avez les mêmes valeurs. Faire communauté. Voilà, faire communauté, la communauté du Christ. Je suis désolé, c'est normal tout ça. Alors, vous ne cachez pas non plus votre grand amour pour la France, votre patriotisme. Et là, c'est peut-être une réponse que vous aurez pour ceux qui vous regardent. Comment est-ce qu'on s'enracine? Comment est-ce qu'on aime son héritage quand on n'a pas appris à le faire, quand on n'a pas connu en fait l'histoire de ses ancêtres, quand on ne connaît pas l'histoire de la France? Comment est-ce qu'on en vient à pouvoir aimer la France comme vous le faites? C'est une très très bonne question que je n'avais pas prévue, mais c'est une bonne question, très très bonne question. Moi, je pense que en fait, il y a bien un rôle, parce que voilà, bon, là, je pense qu'on parle surtout des jeunes, voilà, C'est ça, les jeunes qui reçoivent moins voilà. Aujourd'hui, que ce soit l'éducation nationale, dans un cercle familial. Ce que j'allais dire, déjà, à l'école, quand on vous parle d'histoire, écoutez, quand même, c'est important, parce qu'ils disent pas que des conneries, mais quand ça parle d'histoire de France, faites votre propre recherche, parce que on va dire que la lecture républicaine de l'histoire de France est assez spécifique, et surtout actuellement de l'éducation nationale. Et en fait, moi, je pense que tout simplement, c'est aussi notre rôle, en fait, en tant qu'influenceur. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que aussi il y a des superbes associations comme Academia Christiana, etc., ou des associations d'identitaires que vous devez rejoindre, que vous devez regarder, parce qu'ils font des podcasts, etc., sur Internet. Et ça, c'est une première chose, parce que bon, aujourd'hui, les gens lisent moins de livres, c'est pour ça que je commence par le numérique. Donc sur les réseaux sociaux, en fait, tout simplement, suivez des gens qui représentent, en tout cas à vos yeux, les valeurs de la France, et petit à petit, écoutez-les, ils vous donneront des sources, en fait, sur comment eux-mêmes, voilà, moi, souvent, je parle des livres que je lis, ou alors ce qui m'a inspiré dans la vie, les personnages historiques, ou alors les individus encore vivants. Et en fait, tout simplement, je vous dis, rapprochez-vous de ces gens-là, regardez ce qu'ils produisent dans un premier temps, et dans un deuxième temps, parce qu'il faut lire des livres, c'est très important, vous pouvez lire des livres sur l'histoire de France, vous pouvez lire des livres, ou regarder même des reportages ou des vidéos YouTube sur le catholicisme. Vous pouvez regarder le catéchisme de l'abbé Laguérie sur YouTube, qui est assez long et assez dur pour une première fois avec la foi, mais nonobstant, elle est quand même elle est assez véritable. Et moi, je la regarde même assez souvent, sauf quand je suis en long déplacement, je me regarde quelques épisodes. Mais voilà, il y a plein de manières. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de faire communauté, en fait, de trouver une communauté de gens qui sont patriotes, qui sont identitaires, nationalistes, qui sont catholiques. Voilà, aller dans une paroisse aussi, ça peut être très bien. Parce que souvent, dans les paroisses, il y a des gens c'est des gens qui sont proches de Dieu, mais aussi souvent proches des notions de patriotisme, etc. Et du coup, en fait, c'est se rapprocher de ces gens-là, tout simplement. Comment vous vous êtes justement construit tout ça? Est-ce que vous, pour nous parler un petit peu de vous, vous avez grandi dans un milieu qui le promouvait, qui l'a encouragé? Est-ce que vous avez au contraire dû tout apprendre? Est-ce qu'il y a eu un déclic quelque part? Je sais que vous avez été baptisé à l'âge adulte, assez récemment. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que finalement, tout ne s'hérite pas. Parfois, on trouve aussi par soi-même. Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, moi, je suis né dans une famille très patriotique, qui a toujours accepté et aimé l'histoire de la France. Donc, moi, j'ai pas été du tout éduqué dans l'anti-France, hein, loin de là. Mais alors, religieusement, moi, ils se considéraient, ma famille, comme beaucoup, se considéraient comme chrétiens, se considèrent encore aussi. Et d'ailleurs, du fait que je me suis rapproché de la foi, certains membres de ma famille, et j'en suis très fier, se sont également rapprochés de la foi. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qu'il faut assumer, surtout les gens qui ont nos valeurs, qu'il faut assumer qui vous êtes, et il faut le revendiquer, parce qu'en fait, en réalité, vous êtes la lumière dans l'obscurité. Les gens, quand ils voient des exemples, ils le suivent, en fait, parce qu'ils se reconnaissent. Comme nous, on imite Jésus, en fait, vous serez jamais Jésus. En tout cas, il faut essayer de l'être le plus possible.
Et en fait, il faut revendiquer et vraiment ne pas se cacher parce qu'il y a des gens qui vont être inspirés par ce que vous faites. Et moi, je dirais, c'est ça le plus important pour moi, c'est que je veux inspirer à la fois mes enfants, ma femme et ceux qui m'aiment, mais aussi inspirer le grand nombre. Et se dire, bah, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que maintenant, on m'arrête dans la rue un peu, et les gens, à chaque fois, ils me disent la même chose. Ah, c'est motivant, c'est inspirant. Bah, ça vaut tout l'or du monde, pardon, pour moi. Et c'est vrai que c'est très important, quoi. Juste, je reviens parce que j'ai oublié de répondre. Donc oui, j'ai été baptisé de ma vie adulte. Et en fait, j'ai entamé ce chemin parce que quand je suis né, ma mère ne m'a pas baptisé, mes parents ne m'ont pas baptisé. Parce que c'était à la mode à l'époque, laisser le choix aux enfants, etc. Et du coup, oui, je me suis baptisé de ma vie d'adulte. Et c'est vrai que c'est un peu tout le reste de mon éducation a été très patriotique, etc. Mais le côté religieux a été un peu délaissé chez moi jusqu'à récemment. Mais voilà, j'ai été baptisé, c'est vrai, de mon adulte en Pologne par l'abbé Raffray. Donc ça, c'est assez marrant parce qu'il était de voyage en Pologne et c'était lui que j'avais contacté en fait à la base pour me faire baptiser. Il m'a renvoyé vers un abbé de l'Institut Bon Pasteur à Varsovie. J'ai fait mon catéchisme avec notre abbé à Varsovie. Et ensuite, de passage à Varsovie, l'abbé Raffray nous a baptisés, moi et mon coach que tu as vu tout à l'heure, Tristan, en même temps. Donc c'était une belle histoire. Non, c'est une très belle histoire. On entend souvent dire que la droite a délaissé et laissé à la gauche pendant des décennies la culture, les symboles, tous les imaginaires. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que du côté de la droite, cette bataille culturelle est en train de reprendre? On est en train de gagner la bataille culturelle. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est que déjà, la droite, on n'est pas très bon en marketing et en communication, il faut se le dire. Parce qu'on a peur de froisser, on est des gens respectueux, etc. Surtout alors, je parle beaucoup en France. Hein. C'est pas le cas en Pologne, par exemple. En Pologne, ils se posent pas trop de questions, aux États-Unis non plus. Mais je pense que ça soit sur le plan européen ou même mondial, la droite est en train de gagner. Des fois, il y a des petits pas en arrière, etc. Mais de manière globale, on va dire, surtout en Europe, parce que c'est ce qui nous importe le plus, surtout en France, les idées sont en train d'évoluer. Malheureusement, ça évolue trop lentement en France vis-à-vis, je pense, de la situation. Et cette bataille culturelle, elle est très importante parce que, en fait, c'est le soft power qui nous a été imposé par le socialisme, le communisme et globalement cette idéologie bien pensante actuelle qui est un cancer du monde occidental. En fait, elle a mis, les gens ils pensent que ça a que 10, 15, 20 ans, mais en fait, elle a été mise en place depuis des dizaines d'années. Et en fait, c'est un cancer dont on doit se débarrasser. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent. Bien sûr, moi, j'incite les gens à voter à droite, j'incite les gens à rejoindre des communautés, etc., identitaires, catholiques. Mais moi, ce que j'insiste et je dis aux gens, c'est de porter le manteau qu'ils désirent et d'afficher, parce que quand vous portez un manteau, c'est pour vous, mais aussi il y a les gens qui voient le manteau et ils comprennent tout ça très, très, très simplement ce que vous avez sur les épaules. Et en fait, il faut afficher et il faut revendiquer, mais de manière calme et composée, ce qui vous êtes, ce que vous voulez. Et c'est comme ça aussi qu'on gagne la bataille culturelle. Vous avez conscience d'en faire partie de cette bataille culturelle? Bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, c'est comme je dis souvent maintenant, depuis que je suis père de famille et que j'ai entamé en fait cette autre bataille, comme si je ne bataillais pas assez. Maintenant, je bataille dans ma carrière sportive en tant que boxeur et j'ai ça aussi sur le côté. Mais maintenant, en fait, j'ai beaucoup relativisé ma carrière de boxeur. Non pas que je l'ai mis jamais au second plan. Moi, c'est toute ma vie, les sports de combat. Et c'est la compétence et la qualité que notre Seigneur Jésus-Christ m'a donnée. En fait, j'en fais bon usage. Mais maintenant, je vois plus ça comme c'est mon travail, en fait. C'est mon travail. Et mon travail me permet, en fait, de véhiculer ce que j'ai envie de véhiculer en termes de message, de montrer dans cette guerre culturelle qu'il n'y a pas que des gens désolé pour les termes, mais qui, dans la boxe, qui sniffent de la cocaïne, ou qui se droguent, ou qui vont voir des femmes de petite vertu, ou tout ça, un peu cette ambiance de boxeur, voilà, que tout le monde connaît. Moi, je montre l'inverse. Et je montre que voilà, on peut être quelqu'un de valeur dans les sports de combat et de manière globale, on peut être quelqu'un de valeur quand on est un influenceur. Parce que maintenant je suis un influenceur, c'est vrai, faut pas le nier. Vous ne rejetez pas ce terme? Non, parce que en fait, vous pouvez rejeter la vérité, mais la vérité sera toujours là. Hein. Donc je suis un influenceur parce que j'ai de l'influence, de facto, parce que j'ai des gens qui me suivent. Voilà, tout simplement, c'est une définition technique qui est vraie.
Mais voilà, moi, j'essaye d'en faire le meilleur usage possible. Et même si je gagne de l'argent grâce à mes réseaux, je construis des entreprises là-dessus, mais c'est toujours des entreprises qui sont en lien avec mon combat, qui sont en adéquation avec mes valeurs. J'ai rejeté des milliers d'euros par mois de sponsors qui n'étaient pas en adéquation avec mes valeurs. Moi, je ne vais pas le cacher, par exemple, tout ce qui est paris en ligne, etc. Moi, je suis absolument contre parce que ça détruit les gens. Voilà, c'est des choses. Moi, aujourd'hui, si d'ailleurs, on me l'a conseillé, hein, des agences de communication m'ont conseillé, pas mes gars de la communication, mais des agences ou du management. On dit, bon, maintenant, tu as des followers, calme-toi, travaille avec telle entreprise, etc. Tu vois, moi, je vais dire les chiffres, 5, 6, 7, 8 000 euros par mois. Je dis, ah, ok, d'accord, c'est vrai, mais moi, je suis pas comme ça, en fait. Moi, je suis un entrepreneur, je fais mon propre argent. Bon, gagner en plus 10 000 euros par mois, j'aurais pas dit non, mais si c'est pour, à la fin, ne plus me regarder dans une glace, c'est hors de question. Si je fais tout ça, c'est pas pour l'argent, en réalité. Voilà, sinon, il y aurait d'autres moyens, ça c'est sûr. Alors, vous disiez juste avant, vous appeliez à s'assumer. C'est vrai qu'à droite, les figures conservatrices, elles ont quand même très longtemps été caricaturées, moquées. Une grande partie de la droite a mis du temps et de la difficulté à les assumer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est justement face à une génération qui s'assume de plus en plus Bien sûr. comme vous le disiez? Bien sûr, et c'est pour ça, moi, comme je dis souvent, parce qu'ils sont très jeunes, les gens qui gèrent ma com, mais tant mieux parce qu'ils connaissent en fait tout ce monde-là qui m'est assez inconnu. Et moi, je dis, je suis un boomer des réseaux sociaux, quoi. Moi, pour faire un post avec mes gros doigts, je suis comme ça, c'est compliqué. Mais en gros, c'est un combat très important en fait, parce que si on arrête de construire tout ça, si on arrête en fait de se revendiquer, si on pense tous à notre petit intérêt personnel. Moi, mon intérêt personnel, il n'est pas à faire tout ça. Je suis un bon boxeur, je suis un bon combattant. Aujourd'hui, je suis 230e mondial dans ma catégorie de poids et on doit être plus de 5000. Donc bon, je suis quand même dans le haut du panier, je vais continuer à monter. Je suis le top 7 de ma catégorie de poids dans la fédération du KSW, qui est la meilleure fédération d'Europe. J'ai pas besoin de faire tout ça. Moi, si je veux, j'ai juste à être juste Hugo le patriote. Je m'excuse un peu et là, les sponsors vont revenir et je vais me faire de l'argent. Mais en fait, le fait de s'assumer, c'est primordial parce que moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des Hugo 2, je vais faire une petite Alain Delon encore, il y ait des Hugo 2 en fait de partout. Que ce soit des boxeurs dans mon sport qui se revendiquent en fait comme je suis, ou alors là qui se revendiquent de leurs propres caractéristiques. Ils sont pas obligés de me copier, mais qui revendiquent leurs convictions, parce qu'en fait, en face, les gens qui pensent l'inverse de nous, ils le font, sans complexe. Et en fait, il faut que la droite et les pensées de droite, et il faut que le Christ redevienne, entre guillemets, à la mode. Il faut que ça soit cool. Et je pense que c'est actuellement ce qui se passe, c'est que pourquoi les gens, en fait, ils adhèrent de plus en plus aux idées de droite, c'est parce que ça devient commun, acquis et cool. Et parce qu'en fait, vous savez, il y a un phénomène qui se passe, et je ne sais plus quel écrivain avait écrit ça, mais j'ai lu un article sur cet écrivain. En fait, c'était le fait que les élites, ou même les gens de manière générale, ils se conditionnent à la pensée dominante actuelle, parce qu'en fait, par exemple, vous êtes docteur, vous avez fait des années d'études, etc., vous n'êtes pas politicien, et en fait, vous arrivez dans un environnement où tout le monde est de gauche, ou alors bourgeois de gauche, ou voilà, BCBG, comme on dit, bon chic, bonjour. Et en fait, vous êtes dans cet environnement-là, vous avez bossé énormément pendant 10-15 ans, et en fait, vous allez au moins en public, vous allez vous conforter dans cette idée, vous dire, oh là là, oui, limiter l'immigration, c'est une catastrophe, mon Dieu. Et en fait, vous allez vous conforter à cette idée parce que, en fait, vous n'avez pas envie de sacrifier des années de travail et être ostracisé. Et en fait, la plupart des gens, ils sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage, il faut être clair, ils n'ont pas le courage d'assumer. Et moi, mon but, c'est que dire des choses, avoir des avis de droite, ça ne soit pas condamnable et condamné en public, comme ce qui est le cas socialement. Et une fois que ça, en fait, on l'aura réussi, il y a énormément de gens qui vont, entre guillemets, se décoincer et petit à petit, ils vont l'assumer, quoi. Donc voilà. C'est un phénomène qu'on voit largement se répandre aujourd'hui. Et surtout les jeunes, que je dis sans pitié, les jeunes, ils assument très clairement leur avis. Des fois, on m'envoie des
des TikTok, des vidéos TikTok où en gros il y a un extrait de moi qui fait un de mes discours ou alors un repas, enfin une interview ou alors en combat. Et il y a des jeunes, après, ils sont là, ils font ouais, voilà, faut être comme Hugo II, machin, mais je les connais pas, c'est juste des gamins qui font ça et genre ils font des milliers de vues, quoi. Tu vois. Et moi je vois ça, je dis c'est incroyable. Donc c'est bien, je suis très content. Mais voilà, il faut, donc les jeunes, continuer et les moins jeunes, pareil, hein, 30 ans et plus comme moi, il faut assumer de partout et il faut être la lumière dans l'obscurité, c'est très, très important. Alors j'ai une question pour vous embêter un petit peu, parce que je pense que c'est une question qui doit revenir constamment. Donc voilà, vous êtes très patriote, identitaire, vous le revendiquez, mais vous vivez en Pologne. Mhm. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on est patriote? Est-ce que c'est comme ça qu'on regagne le combat culturel? Pourquoi est-ce que déjà vous vivez en Pologne? Ça, vous pouvez peut-être nous l'expliquer aussi. C'est juste pour les impôts. Voilà, je voulais pas payer d'impôts en France. En réalité, je fais que de la communication et du marketing. C'est juste pour l'argent que je fais tout ça. C'est ce que doivent dire beaucoup Bien sûr, mes détracteurs de disent ça. détracteurs. Et d'ailleurs, bon, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a beaucoup d'extra-européens qui ont la citoyenneté française, donc je sais pas, des Algériens, des Marocains, des Africains, ou que sais-je, et qui me disent le patriote qui vit pas en France. Mais j'ai envie de te dire, et toi, tu vis où? Je veux dire, tu vis où, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Retourne, t'es si fier, retourne dans ton pays d'origine. D'ailleurs, moi, je te le souhaite. Voilà, je te le souhaite. Et je viendrai peut-être en vacances là-bas. Parce que moi ce qui me fait beaucoup rire, c'est que moi, je suis tiers-mondiste, entre guillemets. Moi, j'adore les autres civilisations, j'adore les autres cultures. Ça me dérange pas de visiter et de découvrir d'autres cultures. Donc, je dis, retourne chez toi et je viendrai te visiter, tu me paieras le thé. Et voilà, on discutera de manière sereine. Mais en fait, ce que je dis à ces gens-là, c'est que déjà, en fait, il faut savoir, c'est que quelqu'un comme moi en France, il aurait déjà plus de compte bancaire. De base, il n'y aurait plus de compte bancaire. Parce que vu ce que je dis, et vu, on regarde, c'est simple, hein, c'est un constat. Vous regardez les entreprises, je pense à Kalos, ou je pense même, il y a même Alice Cordier qui a eu des problèmes avec ses comptes en banque, ou d'autres personnes. Bon, je ne veux pas dire que je dis des choses plus radicales que ces gens-là, mais on va dire que je ne mâche pas mes mots. Donc si eux, ils ont des problèmes de compte bancaire, moi, c'est quasiment certain que j'aurais eu des problèmes de compte bancaire. J'aurais eu des problèmes avec mes sociétés, voilà, c'est sûr et certain. Ils m'auraient fait du harcèlement fiscal, c'est quasiment sûr également, comme ils savent bien le faire, voilà, avec les gens qui n'ont pas leurs idées. Et donc du coup, déjà, il y a ce côté purement pratique. Voilà, c'est clair que moi, je ne suis pas venu en Pologne pour ça, mais c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, c'est que mes intérêts financiers ou même mon équipe professionnelle, tout est en Pologne. Donc en fait, de facto, dire ce que je dis et le fait que j'ai pas d'intérêt en France, on va dire financier ou professionnel, en fait, ça me sécurise. C'est-à-dire que je peux faire tout ça sans avoir aucune crainte. Ce qui est en soi un scandale. Parce que normalement, je devrais pouvoir faire tout ça et avoir des entreprises en France ou que sais-je. Et ça montre bien en fait qu'on est dans une sorte de dictature molle gauchiste qui, bon, ne vous affronte pas frontalement par manque de courage et d'audace, mais par contre vous sape, voilà, par vos fondements. Et donc ça, c'est la petite interlude fiscale et professionnelle. Mais je dirais que aux gens qui me disent ça, je dirais que vous savez, bon, moi je ne me compare pas aux grands personnages qu'ont fait la France, hein, mais vous savez, il y a des Français, je vous promets, c'est vrai, il y a des Français dans l'histoire qui ont mis un pas en dehors de France, déjà qui ne se sont pas désintégrés, qui n'ont pas cessé d'être français et qui ont accompli des grandes choses en fait pour le peuple français. Peut-être un exemple. Voilà, je sais pas moi, Napoléon, Charlemagne, voilà, bon, à l'époque, oui, la France, c'était pas la France qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, il y avait quand même les Francs, les Gaulois, les Celtes, etc. On avait quand même ce peuple. Et en fait, voilà, on a eu quand même des grands, tous nos rois de France, ils ont conquis des terres étrangères, on a eu des chercheurs, on a eu des écrivains qui ont écrit des livres en dehors de France, et c'était quand même des écrivains français. Et en gros, c'est assez, moi je trouve que c'est réducteur, et souvent c'est des gens qui sont très peu intelligents qui font cette remarque, désolé pour vous, mais c'est la vérité. En fait, si moi, vu tous les combats que je porte, et le temps que je passe en France, parce qu'en réalité, je suis quasiment entre la moitié et, on va dire, un tiers, donc 25-50%, peut-être, allez, 40% de mon temps en France. Après mes combats, j'ai des rendez-vous pour du sponsor, je viens visiter ma famille, je viens passer mes vacances. Toutes mes vacances, je viens en France quasiment. Donc voilà, d'un point de vue aussi physique, je suis souvent en France.
Mais on va dire que si moi, avec tout ce que je dis, tout ce que je fais, les combats que je mène, combats que je n'ai pas besoin de mener pour ma carrière, donc je fais tout ça par conviction. Si moi, entre guillemets, je suis pas patriote parce que en fait, je vis pas et j'ai pas ma résidence fiscale en France. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si vous êtes vraiment patriote et que pour vous payer des impôts, c'est être patriote, donc c'est le patriotisme fiscal. Vu ce que l'État français fait de vos impôts, en fait, vous êtes plus en train de vous auto-saboter qu'autre chose. Voilà, donc moi, je suis très content de ne pas payer d'impôts en France parce qu'en fait, moi, mon argent, je le donne à ceux que j'aime, je le donne aux associations que j'ai envie de soutenir, je donne mon temps et ma personne à des associations françaises et polonaises dont je ne fais pas la pub parce qu'en fait, quand vous faites ça, c'est la charité, elle n'est pas faite pour être affichée, elle est faite pour être réalisée. Donc en fait, quand je fais tout ça, je ne demande pas à l'État français de prendre mon argent et de le distribuer. Je suis un grand garçon, je suis un homme véritable. Moi, quand quelqu'un a besoin de l'aide, je lui donne et j'ai pas besoin de quelqu'un qui prenne de l'argent dans mes poches. Donc voilà, je suis un patriote en dehors de France. Je suis même un nationaliste, un identitaire, un catholique, comme j'ai dit à maintes reprises, et j'en suis très fier. Et c'est pas parce que je n'habite pas en France à 100% que je ne le suis pas. Voilà. Et moi, à tous ces gens qui disent ça, j'ai envie de vous dire, prenez un miroir, regardez-vous dans le miroir et dites-vous qu'est-ce que vous faites, pas pour la France, mais pour le peuple français et pour vos enfants. Qu'est-ce que vous faites réellement? Et en fait, je pense que si tous les gens en fait, faisaient, entre guillemets, outre leur intérêt personnel, en gros, parce que la plupart des gens parlent dans leur intérêt personnel. Et en réalité, moi, je suis pas fou. Je fais aussi pour mon intérêt personnel, mais je fais quand même plus que pour mon simple intérêt personnel. Et en fait, si tout le monde faisait ça, si tout le monde avait cette vraie charité, bah, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc en fait, regardez-vous dans une glace au lieu de commenter bêtement sur les réseaux sociaux et dites-vous, est-ce que moi je suis un patriote? Est-ce que moi je fais suffisamment pour la France? Et ben, quand vous ferez ce constat, vous vous rendez compte que, bon, je refais une aladon, que Hugo II, et ben, il fait le travail. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez justement, Hugo II, de cette première année de grande médiatisation en tant que combat patriote identitaire? Le bilan. C'est des très bonnes questions que vous me posez, Aliénor, aujourd'hui. Très bonnes questions que je n'avais pas prévues. C'est quoi le bilan de tout ça? C'est un grand changement. Un grand changement, parce que quand vous passez d'inconnu, de méconnu à connu, voilà, en gros, il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, moi, maintenant, même en Pologne, puisque je suis aussi devenu une figure polonaise maintenant, enfin une figure française en Pologne. Oui, c'est pas parce que j'habite en Pologne que je suis polonais. Voilà. Parce que la nationalité, c'est un héritage. On ne l'acquiert pas en réalité, je pense. Et du coup, en fait, ça change, parce que déjà, les gens me connaissent dans la rue. À Varsovie, à Paris, à Montpellier, ou à Lyon, ou à Saint-Étienne, que sais-je. Je suis devenu un peu la star de mon village, voilà, petite starlette, c'est marrant, voilà, les gens m'arrêtent, ils font « Hugo, ça va, on t'a vu à la télé, on t'a vu sur Internet, etc., sur les réseaux sociaux, sur Facebook ». Les anciens, ils aiment bien les Facebook. Et voilà, donc déjà, il y a ça. D'un point de vue entrepreneurial, c'est vrai que parce que j'ai des sociétés, voilà, Nemesis Coaching dans l'entraînement, en fait, on entraîne les gens à distance et on fait des séminaires aussi en physique, B2B, B2C, etc. Ça explose, ça marche super bien parce que les gens, en fait, ils me font confiance. En fait, ils pensent à juste titre que ce que je dis, en fait, je le suis. Et du coup, quand ils viennent s'entraîner avec nous, ils se rendent compte qu'on a les mêmes valeurs et du coup, ils sont contents d'avoir des coachs qui partagent leurs valeurs. J'ai aussi des marques de vêtements qui sont en préparation, etc. Donc, c'est dans les sports de combat. Et voilà, donc c'est plein de projets et qui, grâce en fait à ma notoriété, bah, sont plus faciles à accomplir. Parce que j'ai des gens, en fait, j'ai ce qu'on appelle la preuve sociale. J'ai des gens qui me font confiance et en fait, ils vont m'aider tout simplement en achetant ce que je propose. Voilà, et ça, c'est l'ultime gratification. C'est-à-dire qu'en gros, demain, en fait, je n'aurai quasiment plus besoin des sponsors parce que je serai mon propre sponsor grâce aux gens qui me soutiennent. Et ça, en fait, c'est extraordinaire. En fait, c'est vraiment la liberté, quoi. Vous avez l'impression d'avoir répondu à une attente? Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est évident. Même si je ne le pensais pas, c'est un fait, en fait. Les gens, ils attendaient, je pense, quelqu'un qui réponde à ces critères-là. Et moi, sans le savoir, un peu naïvement, en fait, j'y ai répondu, quoi. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que sur ce point de vue-là, ma vie a beaucoup changé. Après, il y a aussi des mauvais côtés.
Voilà, on l'a dit tout à l'heure, maintenant j'ai une sécurité rapprochée quand je suis en France. Ma famille est sur surveillance H24. Vous recevez des menaces de mort? Je reçois des menaces de mort. C'est pas des Polonais qui me menacent de mort, bizarrement, je comprends pas trop pourquoi. C'est vrai que du coup, bon, moi je suis pas d'un naturel inquiet. Les gens ils savent très bien qui je suis, que j'ai eu une expérience militaire, etc. Et moi je me cache pas du tout que je suis prêt à défendre ma vie, et défendre la vie de ceux que j'aime à tout prix. Et d'ailleurs, quand on vit dans un État qui l'empêche, c'est criminel. Moi j'ai la chance de vivre en Pologne et là-bas c'est totalement normal de pouvoir se défendre, de pouvoir défendre sa vie et la vie de ceux que vous aimez. Donc voilà, et malgré tout ça, j'ai ces menaces qui continuent. Donc voilà, maintenant j'ai le service de sécurité, donc ça c'est le mauvais côté. Il y a aussi des mauvais côtés, c'est dire qu'il y a des amis et même de la famille qui s'éloignent ou qui se rapprochent de vous. Donc c'est à la fois tragique, parce que moi je suis, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi je suis un homme d'amour. Moi, en fait, si je fais tout ça, c'est par amour. Je ne suis pas parfait, bien sûr que des fois j'ai des moments de haine et de rage envers certaines personnes, mais je suis toujours, en tout cas j'essaie toujours de me raccrocher à notre Seigneur Jésus-Christ pour me calmer et me rappeler en fait que souvent ces gens qui veulent m'atteindre, en fait c'est des gens perdus. Donc ça ne veut pas dire que je vais me laisser abattre comme un agneau ou que je vais me laisser calomnier ou diffamer, mais je me défends avec bienveillance, entre guillemets, sans haine ni rage. C'est très dur. Parce qu'en réalité, l'être humain est bâti ainsi qu'on laisse le démon nous susurrer à l'oreille. Oui. Et en plus, souvent, moi, j'ai les moyens physiques en plus de me défendre. Donc c'est vrai que c'est assez facile de céder à la rage et à la colère. Mais voilà, j'essaye d'être un homme bon face à tous ces petits problèmes. Parce qu'à la fin, c'est quand même des petits problèmes. Parce que de manière générale, je suis quelqu'un d'heureux. J'ai une femme, un enfant et bientôt d'autres. J'ai assez d'argent pour subvenir à tous les besoins de ma famille. L'année prochaine, j'espère avoir assez d'argent pour acheter notre première demeure, une petite maison à 100-150 mètres carrés avec un petit jardin. Moi, je demande pas plus. Et voilà, tant que j'ai ça, je suis le plus heureux des hommes. J'ai pas besoin de plus. Mais du coup, ma popularité me permet d'accéder à tout ça et j'en suis grandement reconnaissant. Merci beaucoup Hugo II de nous Merci à avoir vous. accordé cette interview. Merci à vous de nous avoir écoutés. Allez visiter notre site bvoltaire.fr et pour retrouver tous nos articles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à vous.